Hey yo, salut à tous, j'espère que tout va bien pour vous. C'est Cédric d'Iconic et on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va aborder la Première Ligue, le mythique championnat anglais. S'il y a bien un championnat qui se donne les moyens de réussir, c'est celui-ci. Bon, il les a, ces moyens. On va le voir aujourd'hui dans cette vidéo qui va se décomposer en deux parties. La première, c'est la partie locale du championnat, avec les moyens économiques et financiers de celui-ci. Et la deuxième, ce sera la partie expansion en Europe. On verra comment ce championnat s'est ambitionné. Sans plus attendre, c'est parti. Championnat excitant, compétitif, avec bon nombre de matchs spectaculaires et où les équipes disposent de beaucoup de moyens, ces dernières années, la Première Ligue s'est ambitionnée plus que jamais. On le sait, les revenus des clubs anglais sont boostés, notamment grâce aux droits télé, bien supérieurs au reste de l'Europe, puisque les clubs de Première Ligue se sont partagés la dernière saison environ 2,7 milliards d'euros. Assez équitablement. Manchester United, le premier, a touché 171 millions d'euros. Et le dernier, West Bromwich Albion, 108 millions. À titre de comparaison, le PSG a de son côté reçu 57 millions d'euros. Cette manne financière surpuissante permet au championnat anglais de se classer au plus haut niveau de la hiérarchie des revenus, puisque parmi les 20 clubs les plus riches du monde, on en retrouve 10 d'outre-Manche, contre 3 d'Espagnols, 3 Allemands, 3 Italiens et un Français, évidemment. Les clubs de Première Ligue, même les plus moyens, sont capables d'attirer des beaux noms. On a vu notamment les mercatos de Fulham ou des Wolves qui ont été très dépensiers cet été. Et ce qui fait que même les équipes moyennes, elles ont des niveaux intéressants. Et c'est ça d'ailleurs qui rend ce championnat si attractif, c'est la compétitivité. D'ailleurs, même si le championnat espagnol est sans doute le meilleur, le palmarès européen le prouve, le championnat anglais est celui qui est le plus attractif car le plus compétitif. Comme il n'y a pas un archi-favori imposant son hégémonie comme en Allemagne, en Italie ou en France, plusieurs écuries sont suffisamment armées et sont capables de se désigner parmi les favoris. Et forcément, ça rend la donne plus excitante, il y a plus d'engouement. Pourtant, sur la scène européenne, à part l'an passé, on va en reparler, les écuries anglaises ces dernières années avaient du mal à démontrer que leurs effectifs étaient capables de rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Mis à part l'an passé donc, plus aucune équipe ne semblait en mesure de remporter une Champions depuis Chelsea en 2012. Et encore cette année-là avec un jeu peu spectaculaire. Di Matteo en guise de coach, cette victoire n'a pas été bonifiée ni en Super Coupe d'Europe, ni en Coupe du Monde des clubs, où l'équipe s'est inclinée à chaque fois. Il n'y avait même aucune équipe anglaise en quart de finale en 2013, ni en 2015, et une seule en 2016 et 2017. Alors, si je parlais de l'an dernier, c'est parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose avec les clubs anglais. Là, je vais découper cette partie en deux phases. La première, en décrivant ce qui s'est passé l'an dernier par rapport aux clubs anglais sur la scène européenne et qui est aussi la conséquence de ce qui se déroule depuis 2-3 ans au sein des clubs, et en y ajoutant un bémol. Puis, dans un second temps, je vais expliquer comment les équipes anglaises comptent contrer ce bémol, je vais en parler, et aller au bout dans les compétitions européennes. L'an passé donc était une année positive pour les clubs anglais puisque c'est la première fois depuis 5-6 ans qu'on a le sentiment que l'un d'eux peut remporter la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Bon, je ne vais pas parler de Manchester United qui a remporté l'Europa League en 2017 parce que au vu de l'effectif du club et des adversaires qu'il a affrontés, cette victoire, bien que réellement méritante, passe clairement au second plan. Liverpool est arrivé en finale, Manchester City semblait être un véritable épouvantail, mais Klopp a une nouvelle fois eu raison de Guardiola. Puis surtout, en huitième de finale, les 5 clubs anglais présents en début de compétition l'étaient toujours à ce moment-là. Tottenham est passé à rien d'éliminer la Juve, Chelsea a vraiment bien joué contre le Barça et Manchester United s'est sabordé contre Séville alors qu'il partait favori. Au final, en quart de finale, il n'en restait plus que 2, dont un qui a éliminé l'autre. Le fait que ces écuries ont tenu la dragée haute à des équipes de premier rang, ça signifie beaucoup. En arrivant en huitième de finale, on s'est dit « Waouh, il y a 5 clubs anglais ?» Là, il y a un truc. Parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas dit ça. Et puis, on avait le sentiment que les 5 avaient la capacité de passer en plus. Et ce regain de forme en Champions est lié au fait que des clubs ont réellement voulu se réambitionner à un moment donné et passer au stade supérieur. Je fais allusion évidemment à l'arrivée des tout meilleurs coachs de la planète. Les meilleurs clubs anglais ont décidé de s'offrir chacun un entraîneur reconnu mondialement avec une philosophie marquée qui a fait ses preuves ailleurs, que ce soit dans les meilleurs championnats, Espagne, Italie, Allemagne, et qui ont réussi à exporter leurs idées en Europe et qui viennent maintenant exporter leurs idées dans le championnat anglais qui a souvent manqué d'une culture tactique
moderne. On a donc voulu instaurer le jeu de position de Guardiola, le gegenpressing de Klopp, le jeu d'utilisation de Pochettino, de Sarri, etc. Et ces coachs, avec leur staff, qui ont construit une partie, voire une majorité de leur effectif, afin d'inculquer cette philosophie et que leurs équipes redeviennent les meilleures parmi les meilleurs. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, les équipes comme City, Liverpool ou même Chelsea, ça commence, se sont complètement imprégnés de la patte de leurs entraîneurs. C'est impressionnant de voir à quel point ces philosophies sont respectées, notamment du côté de City, qui a été impressionnant l'an dernier et qui continue de l'être cette année d'ailleurs. Mais maintenant que les bonnes pratiques sont inculquées pour ces équipes, quel est le bémol dont je parlais tout à l'heure? Eh bien, le bémol de la Première Ligue, c'est la Première Ligue elle-même. Ce sont des arguments qu'on a déjà entendus, mais qui sortent de la bouche des joueurs et d'entraîneurs de Première Ligue qui ont officié ailleurs, comme Mourinho, Conte ou même Guardiola. C'est que l'intensité et l'exigence des matchs qui s'est accrue ces dernières années fait qu'il est difficile de faire tourner son effectif et d'aligner une équipe bis. Alors, c'est souvent les mêmes 11 qui reviennent. Ces 11 qui à un moment donné enchaînent beaucoup d'échéances et qui ont du mal à avoir une forme optimale au printemps. Les grosses écuries européennes, 3 jours avant un match couperé en Ligue des Champions, peuvent faire tourner les effectifs en championnat. En Angleterre, le risque de faire ça est bien plus grand. Il y a un autre point également qui touche encore une fois l'aspect physique mais aussi et surtout mental des protagonistes, c'est la trêve hivernale. Alors que partout en Europe, on a une dizaine de jours de repos entre fin décembre et début janvier, en Angleterre, on joue 3 matchs. C'est le fameux Boxing Day. Cette période ne permet donc pas aux joueurs qui jouent en Angleterre de récupérer physiquement. Avec les matchs à haute intensité qui se sont développés, ça pèse son pesant d'or, mais aussi mentalement donc, où les fêtes de fin d'année sont propices à voir sa famille, décrocher un petit peu du foot. Et en Angleterre, on n'a pas ça. J'ajouterai même un dernier point qui rejoint le premier, et c'est l'importance de la Première Ligue. L'importance pour les joueurs, les entraîneurs, les supporters, les clubs. Remporter une Première Ligue est une fierté immense pour toutes les parties prenantes d'une équipe. Peut-être même plus qu'une compétition européenne. Le fait de ne pas vouloir faire tourner les effectifs, ça rejoint aussi ce fait-là de vouloir au pire se positionner dans une top position, au mieux d'être champion. Par fierté donc, mais aussi pour charrier les ennemis jurés. On adore ça en Angleterre. Enfin, pour conclure, pour faire face aux difficultés que je viens d'aborder, pour moi, à mon sens, Manchester City et Liverpool ont adopté la bonne stratégie. City, qui a remporté la Première Ligue l'an passé, avait de son côté déjà un effectif complet pour jouer sur tous les tableaux et ils se sont fait éliminer en Champions par Liverpool, mais c'était tactiquement que ça s'est fait. Ils se sont renforcés avec l'arrivée de Mahrez, une cartouche offensive de plus, et Benjamin Mendy, mine de rien, blessé toute la saison l'an passé et de retour cette année. City est capable d'aligner 2 11 totalement différents sans que la qualité intrinsèque de l'équipe ne soit considérablement réduite. Et Liverpool, finaliste de la Champions l'an passé, a un peu pêché physiquement, par manque d'expérience également, mais c'est clair que si l'équipe voulait jouer sur tous les tableaux, c'était compliqué. Là, l'effectif actuel est totalement rodé, Liverpool est devenu une machine et ils ont eu des renforts importants avec les arrivées notamment d'Alisson, le gardien, de Fabinho, Naby Keita ou Shaqiri. Tout ça qui permet de doubler certains postes. Et pour ma part, ces deux clubs sont les 2 favoris pour la Première Ligue et parmi les favoris de la Champions. Tottenham et Manchester United de leur côté peuvent jouer les premières places en Première Ligue, mais à mon sens, la Ligue des Champions est trop ambitieuse pour eux, qui ne se sont que peu, voire pas, renforcés. Donc pour répondre à notre question, oui, cette année peut être l'année du football anglais. Déjà très dangereux l'an passé et encore plus fort cette année, City et Liverpool ont su petit à petit mettre les moyens, les gros moyens, les bons moyens pour bien s'ambitionner et remporter au final la plus prestigieuse des coupes européennes. Voilà, c'est ainsi que la vidéo se termine, j'espère que celle-ci vous aura plu. Moi personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, vous savez déjà, vivez passionné, vous vivrez vieux et heureux. Peace!